Bonjour Alexandra. Alors, la Maison RS, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une envergure nationale, mais vous avez aussi un ancrage local dans le 6e arrondissement, je l'ai dit. Votre portefeuille de clients, il se compose principalement de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants, de professions libérales, de retraités et puis aussi de quelques fondations et de holdings patrimoniales. Dans le contexte économique que nous vivons, il y a beaucoup de Français, et notamment des Lyonnais, qui peuvent s'y perdre. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut rester locataire? Pour commencer, je vous propose qu'on redonne les bases théoriques d'une bonne gestion patrimoniale. Comment on se constitue un patrimoine et quelles sont les phases qu'il faut respecter? Eh bien, bonjour à tous. Concrètement, sur les phases, moi je dirais qu'il y a deux sous-questions. Dans un patrimoine, il y a des phases qui sont celles de la constitution, celles de la valorisation, celles parfois de la consommation quand on arrive à la fin de l'activité professionnelle, et ensuite se pose la question de la transmission. Donc ça, ce sont des étapes un peu clés dans la vie d'un patrimoine qu'on va retrouver chez tout le monde. Après, à la sous question, est-ce qu'il y a des étapes un petit peu, entre guillemets, intangibles pour pouvoir, pour se constituer un patrimoine? Moi, j'ai tendance à répondre plutôt non. Comment fonctionne un gestionnaire de patrimoine avec ses clients? On fonctionne toujours par une phase de connaissance qu'on appelle chez nous le bilan patrimonial. Alors, je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà procédé à cet exercice, soit avec des confrères, peut-être avec nous-mêmes, ou des banquiers. Moi, j'appelle toujours ça la photo à l'instant T. Ça peut être un peu fastidieux pour vous, mais c'est globalement apprendre à vous connaître. Donc, s'il y a quelques, peut-être, experts comptables dans la salle, j'en sais rien, ou des professions du chiffre, globalement, on va faire un bilan. On va figer, faire la photo de ce que vous possédez, ce que vous devez. Un compte de résultats, quels sont les flux entrants, quels sont les flux sortants. Et surtout, on va vous poser la question, quels sont vos objectifs? Et je pense que le principal sujet, c'est quels sont vos objectifs et pas quelle étape éventuellement intangible on doit respecter. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'étape, chacun est différent. Après, on dit souvent qu'il y a d'abord la première brique, avoir sa résidence Alors principale. j'ai fait une petite encart sur la résidence principale. Donc globalement, je pense que le premier des sujets, c'est se constituer sa propre stratégie patrimoniale, parce que ce bilan, il sert à ça, se constituer une stratégie patrimoniale qui va vous aider à remplir vos objectifs. C'est vrai qu'une des sous-questions qu'on avait pu évoquer ensemble, c'est est-ce que la résidence principale est un des primo-sujets à aborder? J'ai écouté un petit peu les participants précédents. Je pense que c'est pas évident, en fait. C'est vrai que nous, le gestionnaire de patrimoine, on n'a aucune valeur ajoutée sur ce sujet-là. C'est un choix des familles, c'est un choix qui est au timing, au budget de chacun et sur Il y a lequel moins de notions d'investissement, moins une voilà, logique on n'est pas du tout de là-dessus, rentabilité. on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, ni même sur le montage, parce que sur la résidence principale, il n'y a pas énormément d'optimisation à faire. Il y a quelques précautions à prendre pour les couples non mariés, mais globalement, là où on va plus accompagner les clients, et ça peut être de l'immobilier résidentiel, c'est sur effectivement tout l'immobilier d'investissement, qui peut être donc du résidentiel ou autre. Mais globalement, il est vrai que quand la résidence principale chez un client qu'on rencontre avec ce fameux bilan patrimonial, quand c'est fait, on va dire, ça lève beaucoup de freins parce que globalement, on va travailler pour investir et construire un patrimoine sur la notion de capacité d'épargne. Et si celle liée à la résidence principale est déjà figée, eh bien, c'est vrai que globalement, ça facilite un petit peu la suite. Et on sait qu'on ne va pas forcément prendre des mauvaises décisions en emmenant le client sur autre chose que sa résidence principale ou secondaire. Dans la table ronde précédente, la directrice régionale de la Banque de France, elle a parlé d'autocensure de la part de certains hackers, notamment avec la hausse des taux. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que gestionnaire de patrimoine? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée là, d'attendre une Alors, meilleure autocensure stabilité sur l'investissement immobilier. Alors ça, il est très clair qu'on l'a fortement ressenti sur l'année 2023. Mais si on parle du résidentiel en réalité, parce que le marché, les interlocuteurs précédents l'ont bien évoqué, la hausse des taux qui s'est faite très très brutalement sur des volumes importants, on est passé de 1 à 5% en moins de 18 mois, ça a été hyper violent sur le marché du résidentiel et tout le monde s'est un petit peu figé là-dedans, il y a une atonie en fait. Ce qui fait qu'effectivement, les gens attendent. Alors la question, c'est on attend quoi en fait? C'est surtout la sous-question à laquelle il faut répondre. Et je pense que la question, c'est est-ce qu'on attend une baisse des prix pour pouvoir se lancer, voire une baisse des taux?
Sur les taux, j'ai bien entendu aussi le discours de la Banque de France et j'espère qu'il va se concrétiser sur la fin de l'année 2024. Parce que nous qui nous positionnons plus sur l'investissement, il est vrai que forcément la rentabilité des projets est impactée par la question des taux. Sur les prix du résidentiel, nous, on peut que constater, notre avis à nous, c'est que ça va être très très à la marge en fait, la diminution des prix. Parce que le résidentiel, ça a été évoqué précédemment, c'est un besoin primaire, le besoin primaire de se loger. Il manque énormément de logements, ça a été rappelé par tous les précédents interlocuteurs. Et donc on pense que le résidentiel, qui en plus est un marché de gré à gré entre particuliers, ne va pas vraiment bouger. Et c'est plus sur des investissements un petit peu différenciants qui sont plutôt du type collectif et tertiaire. Ça, peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais globalement, il y a des réelles opportunités d'investissement déjà. Nous, on sent que sur le résidentiel, et on le voit aussi dans le neuf, les promoteurs ont très peu baissé les grilles de prix. Je ne sais pas si ça a été évoqué parce que je n'ai pas écouté toute la table ronde précédente, mais la Caisse des dépôts et consignations se fait acheteur d'énormément de lots de promoteurs qui sont en grande difficulté. Ça, c'est une réalité. Ce qui fait que ça redonne de la liquidité un petit peu aux promoteurs et que finalement, ça leur permet de passer cette crise. C'est comme quand on a aidé les banques en 2008. C'est la même logique. Et c'est une bonne logique pour éviter que les acteurs disparaissent. Et globalement, on pense que sur le résidentiel, nous, on ne voit pas les grilles de prix qui s'effondrent et donc des opportunités. Il y a des petits accompagnements pour inciter à la vente, mais donc sur le résidentiel, on n'est pas certain qu'il y ait de grandes opportunités. En revanche, sur le tertiaire, parce que c'est plus un marché de taux, il y a déjà d'énormes opportunités. Donc vous dites quoi alors finalement que c'est jamais le moment d'attendre finalement. Il faut de toute façon se lancer. Oui, moi je pense qu'à un moment donné, parce qu'on ne sait pas ce qu'on attend en réalité, si on attend que les prix baissent de 15 ou 20%, peut-être que ça n'arrivera jamais. Peut-être que les taux ne rebaisseront pas plus que ça. J'ai entendu aussi le sous-discours de la Banque de France qui disait les taux, on espère tous qu'ils vont descendre et c'est un peu le consensus qui va dans ce sens-là. En revanche, s'il y avait quelque chose qui nous surprend encore et qui recrée de l'inflation, les banques centrales recommenceront à augmenter les taux. Donc globalement, attendre, je pense que ce n'est pas forcément une logique. J'aimerais bien quand même faire un petit encart sur l'histoire du tertiaire, mais pour revenir à la notion du gestionnaire de patrimoine, nous, avec les clients, ce qu'on fige, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, justement, en ayant fait votre étude précise de votre dossier personnel. En gros, on ne va pas vous emmener sur quelque chose qui sera totalement incompatible avec votre situation. On va figer un cahier des charges, un budget, une capacité d'épargne. Et globalement, si c'est à peu près cohérent, ça doit être plus que ça, mais si tous les marqueurs sont cochés, globalement, on y va parce que malgré tout, ça reste une forme d'épargne qui permet de constituer du patrimoine. Pour l'avenir. Alors, en augmentant ces taux directeurs, justement, la Banque Centrale Européenne a cherché à casser l'inflation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure lors de la précédente table ronde. Après 2 ans de hausse des taux, on risque aujourd'hui de rentrer en récession. Comment il faut réagir dans ce contexte-là pour bien gérer son patrimoine ? Par rapport à l'inflation ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut repérer si on reste centré sur le sujet de l'immobilier, il faut repérer tous les sujets sur lesquels il y a des opportunités. Donc ce que je viens de dire, c'est que sur le résidentiel, il n'y en a pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure tous les projets de résidentiel. Il y a énormément de manières d'investir dans le résidentiel locatif. Ça peut être de la nue propriété. J'ai entendu les prédécesseurs qui parlaient de la colocation. C'est des schémas qui permettent de faire, dans certaines conditions, du surloyer. Vous avez parlé des loyers plafonnés. Donc il y a pas mal de solutions en fait, qui permettent malgré tout d'aller chercher des points de rentabilité. Là où il y a par contre des réelles opportunités d'investissement, c'est tout ce qui peut être non résidentiel. Donc ça peut être du bureau, du commerce, de la santé. Ça peut être de la logistique, donc tout ça c'est des investissements souvent qui sont collectifs et tertiaires. Alors ça, il faut savoir que ce n'est pas une histoire de prix au mètre carré. La manière dont le prix se fixe, c'est une histoire de taux. Et la contrepartie positive de l'augmentation des taux de crédit, vous avez dû le remarquer, c'est que le placement sans risque a considérablement augmenté en termes de rendement aussi, si on parle des fonds euros. Si on parle des livrets monétaires, vous avez tous dû voir que finalement ces types de placements sont payés à due concurrence de ceux qu'on emprunte parallèlement. C'est des placements qui font entre 3, 4, 5% sans risque.
Et pour qu'un investisseur se dirige sur du tertiaire, en fait, ce n'est pas une histoire de prix au mètre carré, c'est une histoire de taux. Et pour qu'un programme se fasse, il faut que le taux de l'immobilier soit supérieur à ce taux sans risque. Et comme le taux sans risque aujourd'hui est autour de 4%, on va dire que pour déclencher un projet investisseur, il faut qu'on ait au moins du 5%. De rentabilité, de retour sur investissement. Et ça, pour passer de 4 à 5%, il faut baisser le prix mathématiquement de 20%. Donc globalement, là où il y a eu vraiment des effets d'opportunité qui sont apparus sur toute l'année 2023, c'est sur ces types d'investissements-là pour deux raisons. Cette raison-là, il faut. Donc c'est le tertiaire, plutôt des. C'est le tertiaire. Par exemple, des entrepôts logistiques, ça veut dire qu'on les achète, oui. On peut les acheter moins cher. Oui. Peut-être qu'on ne va pas les louer immédiatement, mais... Alors, du coup, oui, il y a des vraies baisses de prix pour cette raison-là, parce que sans cette rémunération autour de 5-6%, voire plus, souvent, il n'y a pas d'investissements qui se font. Et aussi, il y a une histoire de dette qui arrive à échéance sur les gros investisseurs institutionnels. Quand ils renégocient de la dette, évidemment, ils ne la payent pas au même taux que quand ils l'ont contractée il y a 10 ou 15 ans. Et concrètement, tout ça fait que là, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, pour un particulier, vous n'avez pas évidemment, en général, c'est assez rare acheter un bâtiment de logistique tout seul. Il y a des véhicules collectifs pour le faire. Et donc, c'est accessible aux particuliers. Donc, c'est une classe d'actifs, peut-être, qui peut être, en tout cas, qui révèle vraiment des opportunités d'investissement sur cette année 2024. Et ça rejoint à votre question, faut-il attendre ? Et peut-être qu'en 2025, ce sera plus le temps de faire ça. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que selon les années et selon les conditions économiques, il y a toujours des investissements à faire. Oui. Cette année, on voit aussi beaucoup de dispositifs fiscaux qui s'achèvent. Alors, il y a déjà le Censi-Bouvard qui est terminé, le Pinel qui est dans une version déjà corrigée et qui s'arrête fin 2024. Oui. En ce moment, il y a un travail parlementaire à l'égard des meublés de tourisme pour réduire les avantages fiscaux qui y sont liés. Vous, en tant que gestionnaire de patrimoine, avec vos clients qui sont plutôt portés sur l'investissement immobilier, comment vous jonglez avec cette actualité fiscale et est-ce qu'il y a des pistes pour continuer à aller chercher des points de rentabilité ? Je dirais que l'instabilité fiscale française, ça fait partie intégrante du métier de gestionnaire de patrimoine. D'accord. On est obligé en permanence de s'adapter à cette donne-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous effraie plus que ça, parce que de toute façon, la fiscalité est très, très régulièrement chez nous mouvante sur certains points. Donc, c'est des choses, du coup, qui nous font toujours dire avec les clients, quand on fait un investissement, notamment immobilier, il faut rester focus sur sa stratégie d'investissement. Pourquoi on a décidé de faire cet investissement ? Tous les critères en sont cohérents. Si je dois revendre, j'arriverai à revendre facilement. Il faut s'assurer de la liquidité. Et une des clés de l'investissement, c'est que la fiscalité soit toujours, comme on dit, la cerise sur le gâteau et pas le premier élément de décision, parce que sinon, on sera toujours contredit par une évolution ou une autre. Du moment que l'investissement est cohérent sur l'ensemble de ces composantes, ma foi, on s'adapte. Après, c'est pas toujours agréable. Il y a des moments donnés, vous le voyez si vous êtes concerné, mais on paye plus de fiscalité sur ceci, plus de fiscalité sur cela. Il est vrai que sur l'investissement, si on revient au résidentiel en France, il est particulièrement massacré quand même, avec l'IFI qui est centré sur l'immobilier, avec les passoires thermiques qui ont été évoqués tout à l'heure, avec l'encadrement des loyers, avec, j'en oublie, mais oui, les revenus fonciers, fiscalement, c'est quand même pas très intéressant. Très, très compliqué. Et puis, effectivement, maintenant on voit des sujets sur la location saisonnière. Ça, souvent, ça vient d'excès aussi. Quand il y a des modifications sur des schémas, c'est quand il y a eu un peu excès de la part, on va dire, des investisseurs. Des investisseurs. Est-ce que, justement, toute cette actualité fiscale-là, qui est de moins en moins intéressante, est-ce que vos clients investisseurs, ils vous disent à Lyon, j'y mets plus les pieds, j'y vais plus ? Alors, il y a de l'actualité fiscale nationale, mais il y a aussi des dispositifs locaux qui peuvent les freiner. Est-ce que vous le voyez ? Non, en général, c'est plus une question de budget, comme on travaille justement avec un projet financier. En fait, on aura ciblé avec le client qui peut s'engager sur un volume de temps, une capacité d'épargne de temps. Et donc, effectivement, ça a été dit par les prédécesseurs, la ville de Lyon, sur des petites surfaces, c'est pas très accessible, mais c'est le cas de toutes les grandes métropoles. Donc, il est vrai que si on n'arrive pas à investir sur ces grandes villes, on va aller chercher peut-être des villes moyennes,
du moment qu'il y a cohérence aussi de l'investissement. Mais c'est le budget qui va nous guider. Après, nos clients ne délaissent pas forcément et voire, je dirais, pour une question purement patrimoniale, s'ils ont les aiment moyens encore et les qu'ils ont grandes le villes. cash, Oui, s'ils on peuvent reste faire sur du Lyon, Lyon, ils font du Lyon. S'ils peuvent faire du Paris, ils le font également. Sinon, sur les toutes villes les grandes moyennes, métropoles françaises. les Sur villes- toutes les villes moyennes, c'est vrai qu'il y a de la demande. Vous Mais pensez à quelle ville, par exemple? je pense à des villes comme... j'en ai pas tellement, en fait. Je vous dirais en alternative, Angers, des choses comme ça. D'accord. Nantes, qui n'est pas une très petite ville, mais qui est quand même pas au prix de Lyon. Mais globalement, non, je trouve que les grandes... Enfin, sur les investisseurs patrimoniaux, on n'a pas un délaissement des grandes villes. Il reste encore quelques dispositifs fiscaux intéressants pour investir Alors nous, dans on la pierre. travaille assez peu sur le revenu foncier parce que c'est un petit peu l'ennemi du gestionnaire de patrimoine, enfin du client, du gestionnaire de patrimoine, on va dire, parce que ça coûte tellement cher. Donc globalement, c'est vrai qu'on n'est pas des addicts du Pinel, etc. Donc le fait que le schéma soit raboté ou modifié ou massacré fiscalement, ça nous a jamais vraiment posé problème parce qu'en gros, on aime bien des schémas alternatifs comme la location meublée. Quand elle n'est pas saisonnière, alors c'est vrai qu'elle est très mouvante en ce moment, on ne sait jamais ce qui peut se produire, mais quand Donc elle n'est pas plutôt saisonnière... sur le modèle LMNP classique, qui Oui. lui, en tout cas, n'est pas remis en cause Oui, pour le moment. et c'est vrai que du coup, quand on fait un schéma comme celui-ci, on ne va pas apporter de la défiscalisation au client, on va apporter de la non-fiscalisation. Il va avoir des revenus complémentaires non fiscalisés, donc c'est une forme de défiscalisation indirecte. Donc c'est vrai qu'on recherche plus des choses comme ça. Pour des plus gros investisseurs qui sont vite professionnels, parce que quand on devient loueur en meublé professionnel, on retombe dans une espèce d'enfer. Donc on essaye de réfléchir à des schémas aujourd'hui plus SCI à l'IS. Voilà, Donc à l'impôt sur les sociétés. C'est vrai parce que le loueur en meublé professionnel, lui, a en plus de ça un sujet de cotisation sociale des indépendants. Donc ça, c'est vrai qu'on essaye de l'éviter également. Donc quand il y a un niveau de recette qui va être élevé, on essaye de travailler sur des sujets comme ça et éventuellement de faire de la réallocation du patrimoine déjà existant ou de préparer correctement les futurs investissements. Après, il y a toujours une inconnue, comment évoluera la fiscalité. C'est pour ça qu'on essaye de faire toujours les montages les plus simples possibles. Pour nous, c'est vraiment une règle d'or. Tout ce qu'on fait doit pouvoir être défait le plus facilement possible. Et dans l'investissement immobilier, je pense que vous l'avez entendu 1 million de fois, la règle, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement pour pouvoir revendre s'il y a besoin de revendre. Merci Alexandra Clerc pour tous vos bons conseils en matière de gestion de patrimoine. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes consultante en patrimoine pour la Maison Erez à Lyon. Merci à tous d'avoir été présents cet après-midi pour ces tables rondes. Bonjour à tous.